monsieur Mohamed Kamara, bienvenue. Bonjour Aboubakar, bonjour Mirador. Tout le plaisir de vous recevoir, Mohamed. Je m'en vais rapidement poser la première question. Comment vous qualifierez ce rapport de l'IGE? Ce qui me sidère là-dedans, c'est que personnellement, quand on me dit rapport 2022 sur la gouvernance et la reddition des comptes, oui, et qu'on nous ramène sur les gestions antérieures, personnellement, ça me pose un problème. Qu'en dites-vous? Oui, votre constat est évident. En fait, l'IGE, il faut comprendre le décret 246 qui fixe ses attributions, ses missions. L'IGE n'a de compte, est actionné par le président de la transition et n'a de compte à rendre qu'à lui. Ce qui est rendu public comme ça est une partie du rapport. L'essentiel du rapport est secret et il est adressé au président de la transition qui décide alors quoi la suite à donner au rapport. Très bien. Donc ce qui est venu dans l'espace public que l'on peut commenter, bien évidemment. On se félicite déjà du travail abattu. L'article 12 du décret que je cite dit que l'IGE doit produire un rapport avant le 31 mars de chaque année. Bien. On est en 2023, vous avez raison. On devrait avoir le rapport 2022. Ouais. Donc de la gestion du CNRD. Tout à fait. Bien, ça fait près de 2 ans que c'est le CNRD qui est aux affaires quand même. Voilà, qui perçoit les impôts, qui exécute le budget. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on devrait plutôt questionner cette première partie de la gestion du CNRD. Ouais. Et vous l'avez dit, la faiblesse du rapport que personnellement moi-même j'ai noté, c'est de dire que ça concerne encore le régime, la gestion sous Alpha Condé. La gestion antérieure. Et ça ne permet pas de se projeter dans l'avenir. Parce que le CNRD, quand on dit on veut refonder, on veut poser les bases d'une bonne gestion future, il faut d'abord questionner ce que vous avez fait en 20 mois. Bien. Et de se poser la question, en quoi ce que vous faites maintenant diffère de ce qui se faisait avant? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, je prends ce qui est dans le rapport, ce qui est mis en cause, par exemple, dans la gestion administrative. Il y a des entités qui n'ont pas de CA. Ça a été déjà révélé dans le premier rapport. Jusque maintenant, pourquoi ça persiste? Cela n'a pas été corrigé. Cela n'a pas été corrigé. Il y a des entités qui ne sont pas conformes à la législation en vigueur. C'est-à-dire... On parle même de régie sans base juridique. Et tout à fait. Parce que caducité de la forme juridique. Et on n'a pas corrigé. Ça, c'est le président qui doit corriger ça sur proposition du gouvernement. Et l'autre chose, quand même, qu'il faut noter, c'est que dans le premier rapport, l'IGE avait pointé du doigt des dysfonctionnements de la fonction publique, des fonctionnaires. Et le projet Fugace permet quand même de corriger cela. Donc on peut dire que les rapports de l'IGE servent à quelque chose. La deuxième chose, c'est l'adoption de la loi portant sur les autorités administratives indépendantes. Des entités comme l'ARPT, les AI. Voilà, l'ARPT, l'ARMP, l'autorité de régulation du secteur de l'eau et de l'électricité, ce sont des entités qui n'étaient pas soumises à la loi 056, qui régit les organismes publics autonomes. Donc maintenant, avec cette loi, ces organismes-là peuvent être administrés à travers cette loi. Bien. Mais et ce que le CNRD doit faire, obligatoirement, c'est d'obliger les entités à rendre compte. Le vérificateur fait son travail. Le train des réformes est mené par l'exécutif. C'est à l'exécutif d'ordonner à tous les EPA, à toutes les sociétés publiques de publier leurs rapports. Ceux qui sont régis par le droit OHADA, l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière est clair. Ils doivent établir des états financiers, donc bilan, compte de résultats et tous les états annexes. Pour ceux qui sont dans l'administration publique, vous devez d'abord être doté des organes de gestion, CA, direction générale, agence comptable. Et les comptables publics là doivent être des comptables nommés par le ministre des Finances qui sont sous serment. Et en plus de cela, ces comptables doivent rendre compte. Mais je pense que là-dessus, ils rendent compte tous les 3 mois. Mais cette fois-ci, à la Cour des comptes. Non, les comptables publics. Oui, la Cour des comptes, qui est l'organe, on peut dire, c'est l'instance supérieure de contrôle d'ordre juridique, comme l'IGE étant une instance de contrôle supérieur d'ordre administratif. Effectivement. Bien. Donc, mais pas que. Ceux-là, si on veut assurer une gestion vertueuse, il faut obliger les administrateurs à rendre compte. D'abord, ceux qui sont nommés maintenant,
la plupart ne maîtrisent pas les textes qui régissent les finances publiques en Guinée. La LORF, le Règlement général de la gestion budgétaire et de la comptabilité publique, le manuel de gestion des finances publiques et tous les autres textes subséquents. Par exemple, un comptable qui doit rendre compte, il doit le rendre compte suivant le décret portant, par exemple, plan comptable de l'État. Et le plan comptable de l'État, j'avoue qu'en off, moi je suis enseignant, et il y en a qui ne maîtrisent pas le plan comptable de l'État. Ils sont nouveaux. Ce travail-là doit être fait par les services de la fonction publique en charge de former. Quand quelqu'un est nommé nouvellement à un poste, il faut le mettre à jour. Il est venu certes avec des connaissances, mais il entre dans une administration qui est régie par certains textes. Et il doit être mis à jour par ces textes-là. Parce qu'il est jugé sur la base de ces textes. Parce qu'un constat est là. On parle de 400 milliards de compromis. Lorsqu'un inspecteur arrive chez vous, il vous demande quel est le texte qui vous autorise à dépenser. Si votre budget n'a pas été ratifié par un CA qui a été approuvé par les 2 ministres, c'est que vous avez dépensé dans l'illégalité. Dans l'illégalité, oui. Donc, directement, il met en cause votre dépense. Et les pièces que vous lui présentez, si ces pièces ne sont pas conformes à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État, il va les rejeter. Et il va considérer que la dépense est irrégulière. Donc, voilà autant de raisons qui amènent... Est-ce que les poursuites judiciaires, ou en tout cas des sanctions, devraient s'en suivre? Lorsque ça, c'est à la discrétion. Voilà. Et une difficulté majeure, c'est à la discrétion du chef de l'État. Parce que des entités comme la CRIEF font recours régulièrement à l'IGE pour les aider dans certaines enquêtes. Mais les rapports, comme là, le secret de l'instruction commande que ça soit donné à eux. Et l'autre, il faut simplement le président de la République pour donner suite judiciaire au rapport de l'IGE. Bien. La suite avec vous, Ibrahima Sourli Konsouma. Si le président ne décide pas de poursuivre, il n'y a pas possibilité de poursuivre. Il n'y a pas possibilité. Sur la base du rapport de l'IGE. Voilà, il n'y a pas de possibilité. Oui, contrairement peut-être aux premiers dossiers qui sont pendant devant la CRIEF, on a comme impression que l'IGE a quand même toutes les preuves par rapport à tout ce qui a été cité comme, entre guillemets, malversation, 400 milliards de francs guinéens, des millions d'euros, de dollars. Et est-ce que désormais, si une procédure judiciaire n'est pas engagée, cela ne jette pas un discrédit sur le combat lancé contre la corruption en Guinée? Voilà, la volonté politique exprimée doit se traduire aussi dans les actes. Quand il y a constat de ce type, le président doit directement orienter le dossier vers les services compétents de la justice pour prendre le train en marche. À partir de là, ça va instaurer une culture de reddition de comptes et une culture de bonne gouvernance vers les nouveaux administrateurs. Et comme je dis, les services de contrôle de l'État n'ont pas suffisamment de moyens humains ni matériels d'engager le contrôle sur l'ensemble du processus budgétaire. Il faut alors obliger les administrateurs à rendre compte. C'est de cette façon que on peut mieux les contraindre à une gestion vertueuse. Bien. Mohamed, peut-être avant de donner la parole à Manu, il y a le cas des faux diplômes qui ont été, et des faux CV qui ont été détectés par les inspecteurs, les limites de l'inspection générale d'État. Ça fait grand bruit, Mohamed. Quelles conséquences faut-il en tirer? Et ces personnes-là doivent être recalées, tout simplement, remis à leur place. Et quand on a menti sur son statut, sur son diplôme, déjà ça vous discrédite. Ailleurs, tu perds ton statut. Des entités comme la Banque centrale, il y a 2-3 ans, avaient détecté des cas similaires. Les personnes ont été simplement limogées. Il n'y a pas de suite judiciaire mais bien sûr, il y a une suite judiciaire. Parce que vous avez perçu indûment quelque chose. Tout à fait. Bien. Il y a des poursuites judiciaires qui peuvent, quand vous utilisez un diplôme que vous n'avez pas, il y a des poursuites judiciaires qui sont... Quand vous mentez sur vos compétences. Voilà. C'est du faux, usage de faux. Allez-y, Manu. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est par rapport à ces entités dont le rapport, justement, fait cas d'absence de conseil d'administration ou parfois de caducité juridique. Pourtant, ces entités ont dû travailler, elles ont dû engager des dépenses. Est-ce que, en pareille circonstance, il fallait tout simplement ne pas s'autoriser des dépenses ou dépenser quand même, mais sous quelle forme? Ils ne devraient pas dépenser.
quand le PTBA... Oh, mais c'est pas leur faute. Oui, juste. À elle, je parle de ces entités. Voilà. Vous pouvez autoriser le paiement des salaires. Le titre 2, que ce soit dans le budget général de l'État, vous pouvez autoriser les salaires comme vous avez un personnel. Ça, c'est admis. Parce que même dans la fonction publique, l'engagement de salaire fait par le contrôleur financier juste vise pour qu'on paye les salaires. Ouais. Mais les dépenses d'investissement, l'achat des biens et services doit être impérativement inscrit dans un programme. Et ce programme doit être validé par votre CA et qui est ratifié par le ministre des Finances et ta tutelle. Si ce n'est pas le cas, la dépense est irrégulière. Si tu tombes sur un inspecteur véreux, directement, il vous épingle. Bien. La suite de cette interview avec vous, Mamadou Ribari. Merci. Et Mamadou Diallo, plutôt. Bien, allez-y. Je parle à Mamadou Gandou. Dans la logique de sa question, si toutefois l'entité en question, parce qu'il y en a qui l'ont fait, oui. Je veux dire, demande l'avis favorable, ou si vous voulez, l'autorisation de son ministère de tutelle, puisqu'il n'y a pas de CA. Et évidemment, les salaires, il est dit que clairement, il doit payer juste les salaires. Oui. Mais si le ministre donne son aval pour aussi l'exécution de la ligne des investissements, alors est-ce que c'est le DG ou la DG de cette entité-là qui doit être responsable de ça, ou c'est le ministre qui aurait donné la tutelle financière? La tutelle financière, la loi 056 est claire sur les organismes publics autonomes. Le ministre des Finances est la tutelle financière de tous les organismes publics autonomes. Si vous voulez autoriser une dépense, lui, il peut prendre un acte vous autorisant à le faire. Dans ce cas, vous êtes couvert. Mais les ministres de tutelle n'ont pas à mettre leur argent dans la gestion de l'argent public. En fait, ils sont techniques, ils restent dans leur cadre technique. Ils ne peuvent pas autoriser un directeur à exécuter une dépense. Ce n'est pas de leur ressort. Quand le directeur est confronté à ce type, il écrit au ministre des Finances qui peut lui autoriser expressément par écrit. Parce que quand ça, il doit avoir ça comme preuve attestant qu'il a fait la dépense sur une base légale. Bien. En même temps, je dirais, oui. Si elle me permet, il y a des entités, parce que quand on dit rapport de l'IGE, rapport 2022, il y a des entités aujourd'hui qui sont un peu dans des soucis parce qu'elles se disent, je parle de ces entités-là, qu'elles ne sont pas forcément concernées, n'est-ce pas, par le rapport, étant donné qu'elles font référence à des gestions qui ont précédé les leurs. Oui. Je prends le cas du FECAN, il y a des informations qui arrivent comme quoi FECAN a été mis en place à un moment par la fusion de deux fonds. Donc à un moment où le dit rapport contrôle a été fait, il n'était pas encore mis en place. Je pense que est-ce qu'il y a lieu de repréciser les choses, d'aller dans les détails pour éclairer l'opinion. On va y revenir demain. Voilà, et tout à fait, vous avez raison. En fait, parce que ceux qui sont mis en cause, il y a un préjudice moral. Quand vous êtes cité, ou votre organisme est cité dans un rapport épinglé de la sorte, bien sûr, on est dans un pays où les choses vont vite. Donc, ces personnes, le l'IGE devrait faire mieux pour, comme ils ont dit, la période sous revue, doivent préciser. Et eux-mêmes, ils doivent s'affranchir un peu parce qu'ils ont une obligation de réserve. C'est un corps à part qui est créé comme les magistrats, qui est régi par un statut particulier. C'est pourquoi ils communiquent que si le ministre secrétaire général à la présidence les y autorise. Mais quand on ne sort pas le rapport comme ça, le rapport devrait sortir avec une conférence de presse pour préciser. Bien sûr. En fait, les modalités, la méthodologie, etc. qui a été adoptée. Bien. Ça aurait permis... Bien. Dernière question avec vous, Diarra Girassi. Dans le cas de mauvaise gestion avérée, comment vous collaborez avec la CRIEF? La CRIEF s'appuie. Parce qu'on parle de déperdition de recettes. Ça a été pointé dans le rapport. Oui, effectivement. Et personnellement, j'ai du mal à situer cela. À quel niveau? Quand on dit déperdition des recettes, par exemple, l'impôt qui est payé par les entités publiques, le marché public, 2%, pour enregistrer un marché public, par exemple, dont vous bénéficiez, il est dit dans l'arrêté que vous payez 2% du montant du marché. Et vous devez avoir une quittance qui prouve que ça a été fait. Si vous avez sur votre contrat le numéro, le cachet de l'enregistrement et que vous n'avez pas de quittance, cela dit que vous n'avez pas de preuve de paiement. Et de l'autre qui l'a dit, lorsque vous prélevez sur les salariés les taxes
cédulaires, les taxes sur les salaires, les RTS, les versements forfaitaires, et que vous ne reversez pas au trésor public en tant que personne morale, c'est que le salarié est employé dans un EPA. L'EPA a prélevé sur le salaire de l'employé, il a charge de reverser au trésor public. S'il ne l'a pas fait, c'est une déperdition de dépenses. Voilà. Et de même pour la Caisse nationale de sécurité sociale. Bien. Et donc tout ceci constitue des anomalies. Et les sous-évaluations des recettes, des recettes voilà. fiscales et douanières. Exactement. Pour le CREDAF vient de se réunir à Conakry pour toi sur le thème du civisme fiscal. Ouais. Si vous voulez que les gens consentent à l'impôt, il faut d'abord qu'ils voient ce que vous faites de leur impôt. De leurs impôts. Ça c'est important. Bien. Comme ça, ils consentent mieux à payer l'impôt. Mais et vous aussi, vous devez avoir la malice de mettre à la faculté de chacun ce qu'il peut payer. Si vous mettez les primo-entrepreneurs au même niveau que des entreprises qui ont une certaine maturité, ça devient un problème. Ça devient un problème. De payer 20 millions, 30 Il ne reste millions. plus qu'à vous dire, Mohamed. Merci, Mohamed. Merci Monsieur Mohamed Kamara du cabinet Mokam Consulting, il était notre invité en ce lundi. Grand merci à lui d'avoir livré ici son avis d'expert sur ce rapport de l'IEG, rapport 2022. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Lincoln.